Donald Trump est beaucoup de choses. Détenteur d'un empire immobilier, star de télé-réalité, héros des États-Unis luttant contre l'État profond pour ses soutiens, ou fasciste pour les autres. Lorsqu'on analyse l'impact de Donald Trump sur la politique américaine, il est difficile de ne pas se référer aux événements liés à l'élection américaine de 2020 et les événements du 6 janvier. Depuis les différents procès qui ont eu lieu et les différentes investigations, on a aujourd'hui la majorité des éléments nécessaires pour reconstituer l'histoire derrière chaque événement. Et c'est aujourd'hui ce dont je vais vous parler afin que vous puissiez juger par vous-même. En réalité, Trump a l'habitude de contester le résultat d'élections. Dès 2012, Trump dénonce des manipulations lors de la victoire d'Obama, et bien sûr, personne ne contestera ces élections. Dans le camp républicain, ni aucun organisme indépendant ne relèvera la moindre fraude. D'ailleurs, les commentaires sur les tweets de l'époque semblent traiter de mauvais perdants plutôt que de prendre au sérieux ces remarques. En 2016, lors de la primaire des républicains, et après la victoire de Ted Cruz lors du caucus de l'Iowa, au tout début des primaires, Trump affirmera aussi qu'il y a eu des fraudes de la part de Cruz. 2016, there's one less candidate in the race for president. Kentucky Senator Rand Paul announcing this morning that he is dropping out. This comes as Donald Trump sends out a series of tweets alleging that Ted Cruz won the Iowa caucuses by committing fraud. CBS 4's Weijia Jiang has more from New Hampshire. Donald Trump is alleging that Ted Cruz won the Iowa caucus by committing fraud. He tweeted, "Ted Cruz didn't win Iowa, he stole it. That is why all of the polls were so wrong and why he got far more votes than anticipated. Bad." In a series of tweets, he said the Cruz campaign put out a release as the caucuses were beginning that said Ben Carson was quitting the race and that voters should go with Cruz. Trump tweeted that a new election should take place or the results should be nullified. Now is Donald Trump, the Republican presidential frontrunner. Good morning, Mr. Trump. Good morning. It's good to have you. You've been out there complaining about the delegate system, and I wonder, is this a short-term political play where you're trying to get your voters out in some of these final key primaries, or is this a more long-term play where if you don't get the delegates at the convention, you're trying to stir up a real revolt here? Well, really, Ed, it's not a play at all. I'm winning by a lot. I have millions more votes than Cruz, and now Cruz is in third place, as you see. He's fading fast, and he doesn't really like that. He can't handle that too well, actually. But, millions more votes, and I also have many more delegates. But it's a rigged system. I see it. I'm a smart guy. I'm a business guy, and nobody ever really understood the system until I brought it out. And it's a rigged system. When you look at Wyoming, when you look at Colorado, the bosses are picking the people. Wyoming actually said they're doing it in order to save some costs because they didn't want to go to an election with the people. They said that yesterday, and I said, wow, that's something. And the other thing is I'm funding my own campaign, so I'm putting up my own money. So people would say, why don't you go out? I said, because I'm not going to go out and waste a lot of money. I've spent less money. On commence déjà à observer un pattern. Une fois encore, ces accusations resteront sans la moindre preuve et Trump gagnera largement la primaire républicaine. Une fois la primaire gagnée, Trump continue à affirmer que les élections en novembre, donc toujours en 2016, contre Hillary Clinton seront truquées. It's ridiculous for the other one. Go ahead. You said in a speech today you're afraid this election is going to be rigged. Explain. Yeah. Well, I've been hearing about it for a long time, and I know last time you had precincts where there were practically nobody voting for the Republican, and I think that's wrong. I think that was unfair, frankly, to Mitt Romney. You had areas where a lot of people were curious, how is that possible? And I've been hearing about it for a long time, and I just hope that I hope the Republicans get out there and watch very closely, because I think we're going to win this election, but if it's rigged, like anything else, look, it was rigged, I thought, a little bit for me, and we won in landslides. I think it was rigged against Bernie Sanders with his super delegates nonsense. Absolutely. Well, we know it was rigged the now. guy We have never the had emails. a chance. And I'm telling you, November 8th, we better be careful because that election's going to be rigged. And I hope the Republicans are watching closely or it's going to be taken away from us. All right, Mr. Encore une fois, Trump restera vague sur les preuves. Il fera référence au fait que le FBI décida de ne pas poursuivre Hillary en justice pour les emails qui ont fuité. Il fera référence vague aux différentes communautés raciales qui pourraient voler l'élection. Trump, évidemment, comme vous le savez tous, va gagner cette élection. Ça ne l'empêchera pas de dire que l'élection aura été truquée malgré tout. Pour contextualiser ce tweet, je suis obligé de faire une petite parenthèse. Pour gagner l'élection américaine, en réalité, il y a 50 petites élections dans chaque État et chaque candidat en tête reçoit le nombre d'électeurs qui correspondent à cet État. Ce qui peut arriver, du coup, parfois, c'est que vu que le nombre de grands électeurs par État est pas proportionnel à la population, il y arrive parfois que le vainqueur de l'élection
et le plus grand nombre de grands électeurs, mais n'est pas ce qu'ils appellent gagner le vote populaire ou le popular vote. Et ainsi, du coup, sur l'ensemble des États-Unis, ils ont eu moins de... ils ne sont pas le candidat en tête. Ici, on a donc Trump, qui, mécontent d'avoir perdu le vote populaire, annonce une grande quantité de votes illégaux. Trump, peu après son élection, lancera d'ailleurs une commission d'enquête concernant la fraude électorale. Celle-ci fit des demandes à chaque État concernant les données personnelles des électeurs. Encore une fois, seconde parenthèse, dans les institutions américaines, c'est vraiment les États qui ont la gestion et la responsabilité des élections au sein de leur État, et l'État fédéral n'a pas à faire d'ingérence. D'ailleurs, sur les 50 États, il y en a 44, et le district de Columbie ainsi, qui refusa de transférer ces données. Beaucoup d'États républicains aussi ont refusé, et c'est vraiment une brèche, une violation de procédure. Et cette commission a créé plusieurs controverses, et plusieurs procès étaient en cours contre cette commission, jusqu'à ce que Donald Trump la dissolve en 2018. Et en un an, aucune preuve de fraude n'a pu être trouvée, et Trump ne tenta plus de lancer d'investigation, ni même de travailler avec les États pour trouver un compromis pour continuer l'investigation tout en ne violant pas les données des électeurs. En pleine épidémie de Covid, donc je le rappelle, on est en 2020, les États se sont préparés à recevoir bien plus de votes par correspondance que les autres années. Jusque-là, les votes par correspondance étaient surtout pour les militaires et quelques personnes en dehors de leurs États pendant les élections. Et ce mode de scrutin favorisait jusqu'ici principalement les républicains. Pendant des mois, Trump va critiquer le concept de vote par correspondance, dès avril 2020, alors que l'élection est en novembre. Parfois même de manière assez hypocrite, ayant lui-même utilisé ce mode de scrutin. So, you were highly critical of mail-in voting, mail-in ballots for voting. I think mail-in voting is but horrible. you voted by It's mail corrupt. in Florida's election last month, didn't you? Sure, I could vote by mail for that. How do you reconcile Because I'm that? allowed to. Dès lors, il était prévisible que les votes par correspondance soient majoritairement pro-démocrates, les républicains étant bien plus sceptiques vis-à-vis de l'épidémie, de l'intérêt des confinements, des masques et de l'évitement des rassemblements publics. Comme dans de nombreux États, les votes par correspondance sont comptés à la fin. Beaucoup d'analystes avaient prévu une avance de Trump suivie d'un retournement de situation lorsque les votes par correspondance allaient être comptés. L'équipe de Trump le savait et avait déjà prévu de déclarer la victoire avant le comptage des votes par correspondance. Alors qu'on est toujours en juillet 2020, Steve Bannon, un membre éminent de la campagne de Trump, rappelle cette volonté de déclarer la victoire avant que les votes par correspondance puissent être comptés. And what Trump's going to do is just declare victory, right? He's going to declare victory. But that doesn't mean he's the winner. He's just going to say he's the winner. The Democrats, more of our people vote early that count. Theirs voted mail. And so they're going to have a natural disadvantage, and Trump's going to take advantage of that. That's our strategy. He's going to declare himself a winner. So when you wake up Wednesday morning, it's going to be a firestorm. We're going to have Antifa crazy, the media crazy, the courts are crazy, and Trump's going to be sitting there mocking, tweeting shit out, you lose. I'm the winner. I'm the king. And he'll be all over, he'll be going, where's Hunter? Is Hunter on a crack pipe? I mean, no, he'll be, because then it doesn't matter. Remember, here's the thing. After that, Trump never has to go to a voter again. He's going to fire Wray, the FBI director. He's going to say, fuck you. How about that? Because he's never going to, he's done his last election. Oh, he's going to be off the chain. He's going to be crazy. Also, if Trump is losing by 10 or 11 o'clock at night, it's going to be even crazier. No, because he's going to sit right there and say they stole it. Agree. I'm directing the Attorney General to shut down all ballot places in all 50 states. It's going to be no. He's not going out easy. If Biden's winning, Trump is going to do some crazy shit. Au cours de l'été, Trump fait plusieurs discours menaçants vis-à-vis d'une éventuelle défaite. Lors des débats de septembre, Trump continuera à prédire des fraudes massives. A free transition. As far as the ballots are concerned, it's a disaster. A solicited ballot, okay, solicited is okay. You're soliciting, you're asking, they send it back, you send it back. I did that. If you have an unsolicited, they're sending millions of ballots all over the country. There's fraud. They found them in creeks. They found some with the name Trump, just happened to have the name Trump just the other day in a waste paper basket. They're being sent all over the place. They sent 2 in a Democrat area. They sent out 1,000 ballots. Everybody got 2 ballots.
This is going to be a fraud like you've never seen. The other thing, it's nice on November 3rd, you're watching and you see who won the election. And I think we're going to do well because people are really happy with the job we've done. But you know what? We won't know. We might not know for months because these ballots are going to be all over. Take a look at what happened in Manhattan. Take a look at what happened in New Jersey. Take a look at what happened in Virginia and other places. They're not losing 2%, 1%, which, by the way, is too much. An election could be won or lost with that. They're losing 30 and 40%. It's a fraud, and it's a shame. And can you imagine where they say you have to have your ballot in by November 10th? November 10th. That means that's 7 days after the election, in theory, should have been announced. Okay. We have major states with that. Sir. En parallèle, Fox News, le média loyal envers Trump, demande à sa Brain Room, son équipe d'investigation, d'investiguer sur potentielle fraude. Retenez ce nom, on en reparlera plus tard. Je vous invite à noter que pendant des mois, donc dès avril, Trump a annoncé la fraude future via les votes par correspondance, mais ne fit rien, absolument rien, pour tenter de les rendre plus sécurisés, pour réduire ou empêcher la fraude. Sa seule proposition, c'était le rejet complet de cette méthode, juste parce qu'elle était envisagée par les électeurs démocrates. En agissant ainsi, il a aussi découragé d'éventuels républicains de voter par correspondance, créant ainsi une prophétie auto-réalisatrice. Comme prévu, Trump commença par avoir de l'avance dans les différents États swing states. Puis, dans la nuit, la situation se retourna avec l'arrivée des votes par correspondance, donnant la victoire ainsi à Joe Biden. Trump, dès le lendemain, va déjà contester ces résultats. Votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? Mike Pence, dans la même soirée, contredit le président en assurant que tous les votes seront bien comptés. Thank you, Mr. President. I want to join you in thanking more than 60 million Americans who have already cast their vote for 4 more years for President Donald Trump in the White House. And while the votes continue to be counted, we're going to remain vigilant, as the President said. Même s'il est optimiste pour la victoire de Trump. Trump dénonce la fraude le soir même, avant même que les preuves de fraude puissent elles-mêmes exister, et se mit à mobiliser une équipe d'avocats, notamment centrée autour de Rudy Giuliani et le Kraken Sidney Powell. 64 poursuites vont être lancées afin de contester le résultat devant les juges. Je n'ai pas pu lire les 64 cas, mais je vous recommande la lecture du rapport Lost Not Stolen, qui a été effectué par des juges, politiciens et analystes conservateurs, et notamment à la page 4, où on peut lire « We therefore have undertaken an examination of every claim of fraud and miscount put forward by former President Trump and his advocates, and now put the results of those investigations before the American people, and especially before fellow conservatives who may be uncertain about what and whom to believe. Our conclusion is unequivocal. Joe Biden was the choice of the majority of the electors, who themselves were the choice of the majority of voters in the states. » Ainsi que ce passage résumant leur analyse. Of the 64 cases brought by Trump and his supporters, 20 were dismissed before a hearing on the merits, 14 were voluntarily dismissed by Trump and his supporters before a hearing on the merits, and 30 cases including a hearing on the merits. Only one in Pennsylvania case, involving far too few votes to overturn the result, did Trump and his supporters prevail. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, en gros, ça nous explique que, du coup, des 60 cas ont été présentés devant les juges par Trump. La plupart ont été rejetés, qu'ils n'avaient pas assez d'éléments. 30 ont été quand même écoutés par un juge, mais ont été rejetés. 14 ont été rejetés par Trump lui-même, ils ont été retirés au dernier moment. Et un seul, en Pennsylvanie, est allé jusqu'au bout et a démontré des fraudes, mais le nombre d'électeurs était extrêmement faible, le nombre de votes concernés, et donc du coup, rien qui puisse changer les élections. Je rappelle, Trump était en retard dans facilement 7 États.
Les accusations principales. Je vais revenir sur 2 principales accusations pour lesquelles on a des informations grâce au procès pour diffamation qui les concerne. Une des principales accusations, c'est que les machines utilisées pour voter auraient été truquées. Dominion, l'entreprise à l'origine de ces machines, fut accusée d'être créée par des Vénézuéliens travaillant pour Hugo Chavez. Oui, c'est pas une blague. Sidney Powell fut engagée par Trump pour le représenter et s'exécutera principalement en propageant cette accusation. Fox News, le média américain qui aura été loyal à Trump pendant cette période, relaya les mêmes informations. En coulisses, les membres les plus éminents de Fox News savaient bien que les preuves de manipulation derrière les machines Dominion n'étaient que du vent, mais la peur de voir les spectateurs partir vers OAN et Newsmax, des alternatives encore moins soucieuses de la vérité, poussa Fox News à mentir délibérément, en reprenant les éléments de langage de Sidney Powell verbatim. Suite à ça, Dominion porta plainte pour diffamation et obtint l'accord à l'amiable le plus grand de l'histoire des procès pour diffamation, 797 millions, issue qu'on pouvait attendre quand on voit les échanges de mails entre membres de Fox News, montrant qu'ils savaient qu'ils étaient en train de mentir à la télé et qu'ils savaient que ça allait nuire à Dominion. Sidney Powell a quant à elle ses propres procès et plaidera coupable quelques années plus tard. Ruby Freeman travaillait dans un des bureaux de vote de l'État de Géorgie et Rudy Giuliani, avocat de l'équipe de Donald Trump, partagea une vidéo d'OAN montrant Ruby Freeman scannant plusieurs fois les mêmes votes. La vidéo était en réalité éditée de multiples façons et les responsables de l'élection ont ensuite publié la vidéo frame par frame. Channel 2 investigative reporter Justin Gray spent the day with Georgia elections officials, as we saw in that video. And Justin, we saw it. You went frame by frame to uncover and then really show everyone what happened. Yeah, George, we spent a lot of time today with the state's lead investigator. We looked at that video for hours, going through it very carefully, looking not just at that short clip that Rudy Giuliani shared, but also the critical hours before it and after it, going through the chain of custody for those ballots in question the entire time. You went through hours. Yes. We went frame by frame with state election investigators. They've already spent hours analyzing this video, looking at the election night surveillance tape that President Trump's personal attorney Rudy Giuliani calls a smoking gun. Quote, suitcases pulled from under a table. We can show exactly when they were placed under there. So these were not mystery ballots that came from a mystery location? No. They were right there in the room. Yes. People watched them placed in those boxes. Yes. This is the short section of the video the Trump team has shared. It's not suitcases being pulled from under that table, but official sealed ballot containers. If we go back in the video to hours before, you can see that table being brought into the room at 8:22 a.m. Nothing underneath, no hidden suitcases. Then we can see at 10 p.m. with the room full of people, including official monitors and the media, as ballots that have been opened but not counted are placed in the boxes, sealed up, and stored under the table. The reason? Employees thought they were done for the night. They were planning on going home. Yes. As you can tell by the fact that they're sealing everything up and preparing to leave. Here's where there was confusion. Media and observers left as employees packed up. But this phone call changed that. Fulton's election director called the supervisor here to say, keep working, keep counting, after the Secretary of State's office called him to say you shouldn't stop this early. That's when employees pulled these containers of ballots back out, the so-called smoking gun video, and went back to work. These are the same ballots official monitors watched them put away. No magical appearing ballots. These were ballots that were processed in front of the monitors, put in the boxes in front of the monitors, and placed there in front of the monitors. So what about that gap? Well, this is what happened during the roughly an hour before an official state observer returned. Employees scanned ballots. These are just typical everyday election workers who were just doing their jobs. I mean, it's not like this is an Ocean's 11 level scheme that was put together in the middle of the night. Et lorsqu'on voit cette vidéo sans édition, on voit aucune irrégularité. Giuliani a aussi dû, du coup, se défendre lors d'un procès pour diffamation, et sa défense fut plus ou moins « Oui, j'ai menti, mais c'est mon droit garanti par le premier amendement de la Constitution ». Donc, encore une fois, une fois devant un juge et sous serment, Giuliani n'a pas défendu « Oui, il y avait bien fraude, je n'ai pas menti ». Il a dit « Oui, j'ai menti, mais c'est mon droit ». Donc, il va logiquement, du coup, perdre ce procès et devra 148 millions de dollars avec toute une histoire de banqueroute derrière que je vous laisse aller fouiller si ça vous amuse.
Parmi les soutiens de Donald Trump, on retrouve la stratégie suivante. L'idée que Trump était réellement convaincu que les élections avaient été volées. D'ailleurs, dans les extraits que je vous ai montrés, à chaque fois, Trump peut paraître très convaincu de lui-même. Je vais essayer de montrer ici que cette thèse est hautement improbable, ou alors qu'elle impliquerait un déni de réalité tel que les défenseurs de Trump devraient plaider la folie de celui-ci. Tout d'abord, voici une liste des gens qui, dans son administration, et nommés par lui, vont investiguer ces élections pour lui et qui ont lui annoncé sa défaite. Tous les éléments qui vont suivre proviennent de la commission d'enquête du 6 janvier. Les propos tenus lors de témoignages et de dispositions sont faits sous serment, donc la personne qui mentirait serait pénalement condamnable pour parjure. Pas quelque chose qui a été dans une conversation privée comme ça. Donc on a par exemple le procureur général, qui est d'ailleurs le cas que je vous ai présenté tout à l'heure avec Rudy Giuliani. Et on a bien, vous pouvez l'observer, le député général Jeffrey Rosen qui montre vidéo à l'appui que l'affirmation de Donald Trump repose sur des éléments complètement faux. Et on a donc une semaine plus tard le président Trump qui réutilise les mêmes éléments de langage, disant qu'il y a une vidéo montrant en Géorgie, montrant que des personnes sortent des votes dessous les tables. Et on a bien vu juste avant que c'était faux. Et Trump, du coup, savait aussi que c'était faux. Pareil, le procureur général de Richard Donohoe, qui, donc le 27 et le 31, encore une fois, les dates sont importantes. Encore une fois, voilà, l'idée du cas en Georgia est débunkée. Donald Trump, qui une semaine après, répète les mêmes accusations à l'égard de Ruby Freeman, encore une fois. Ou encore un autre exemple, où on a un élément de langage du président qui nous dit qu'il y a plus de votes que de voteurs dans certains États, en se basant sur les votes de 2020, mais avec les nombres de votants de 2016, qui n'est pas du coup une plainte valide. Et Trump qui, encore une fois, une semaine plus tard, à peu de choses près, qui dira que, qui répétera, il y a plus de votes qu'il n'y a de votants dans ces États. Sachant que là, je vous en ai cité 2 ou 3, mais il y en a une quinzaine, voire une vingtaine dans le rapport. Donc je vous en ai mis quelques-unes à l'écran, vous pouvez faire pause si vous voulez faire des captures, mais je vous invite à aller lire le rapport, et notamment ce passage-là. Chacune de ces accusations de fraude ont été réfutées par les équipes de Trump, mais à maintes reprises, et quelques jours plus tard, Trump répète encore une fois des choses qu'il savait être des mensonges. De la même manière qu'un grand nombre de personnes, dont Mike Pence lui-même, et même une entreprise de data mining engagée par Trump pour investiguer la fraude électorale, en a trouvé en quantité tellement ridiculement faible et partagée équitablement entre républicains et démocrates. En parallèle, Trump demande au chef du département de la justice d'investiguer, et celui-ci lui répétera qu'ils n'ont rien trouvé correspondant aux accusations. Suite à des pressions répétées, il démissionnera même. Plus tard, Trump essaiera de faire signer une fausse lettre à ses remplaçants, leur demandant de mentir en annonçant avoir trouvé des preuves de fraude. De là suivra des menaces de virer les remplaçants pour y mettre quelqu'un acceptant la demande de Donald Trump. Face à la menace de démission, suite à ça, la moitié du département de justice menaça de démissionner et Trump finalement renoncera à ce plan. À la lumière de ces éléments, je pense qu'il est assez difficile de continuer à maintenir que Trump est convaincu qu'il y a bien eu fraude. Encore une fois, il y a une vingtaine d'instances au minimum où Trump obtient les informations correctes, décide de les ignorer et reproduit le même discours le lendemain ou quelques jours après. Soit il ment, ce qui est le plus probable, soit il a une maladie psychiatrique qui de toute façon devrait le disqualifier pour être président. Dans tous les cas, je pense que le plus probable reste le mensonge et on peut facilement déduire qu'il y avait donc une volonté de tromper le public américain. Voyant que les recours légaux ne vont nulle part, Trump commence à s'intéresser à des alternatives moins légales. En partie pour gagner du temps, le temps que des preuves de fraude émergent d'elles-mêmes, puis pour se maintenir au pouvoir. Kenneth Chesebro, un avocat qui a rejoint la campagne de Trump en novembre 2020, commença les premières ébauches pour détourner le résultat de l'élection en décembre. En quelques mots, son plan consistait à choisir 7 swing states, ces états déterminants pour gagner l'élection, et de demander à des personnes venant de ces états de se faire passer pour de grands électeurs certifiés par leur état, afin qu'ils puissent voter Donald Trump au lieu du vainqueur Joe Biden. Concernant l'envoi de grands électeurs alternatifs, Chesebro lui-même déclara que l'opération est plus ou moins illégale. Le plan était de demander ensuite au vice-président, Mike Pence, de rejeter l'Electoral Count Act, la loi ajoutant des procédures au comptage de l'élection, mise en place depuis 1887, en la déclarant anticonstitutionnelle. Le 6 décembre, Trump reçut le mémo de Chesebro et mit en place la stratégie présentée ici. Joshua Finley, conseiller de Donald Trump, déclarera, sous serment encore une fois, « It was my understanding that the president made this decision ». Et Cassidy Hutchinson déclara dans sa déposition que Trump savait que son entreprise était à la limite de la légalité. Le 23 décembre, puis le 3 janvier,
Eastman, un autre avocat de Donald Trump, envoya des mémos donnant des détails sur comment Mike Pence pourrait contredire l'Electoral Count Act, la dénoncer comme anticonstitutionnelle et soit nommer Trump le vainqueur en prenant en compte les faux grands électeurs, ou se déclarer incapable de décider et de demander à la Chambre des représentants de choisir le vainqueur, avec chaque État ayant une voix, ce qui aurait favorisé Donald Trump. Dès lors, Trump et ses équipes firent pression sur la clé de voûte de leur stratégie, Mike Pence, bien que celui-ci affirmait ouvertement qu'il n'avait pas ce pouvoir. On retrouve dans un podcast Rudy Giuliani, Boris Epshteyn et John Eastman qui réaffirment cette stratégie et que que Mike Pence en est la clé. Dans des meetings privés le 4 janvier avec celui-ci, et Trump lui-même dans son discours du 4 janvier. I'll tell you right now. And I hope Mike Pence comes through for us, I have to tell you. I hope that our great vice president comes through for us. He's a great guy. Of course, if he doesn't come through, I won't like him quite as much. No, Mike is a great guy. He's a wonderful man and a smart man and a man that I like a lot. Le 5 président, à travers plusieurs tweets, The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors. Steve Bannon, toujours membre de la campagne, déclara sur son podcast, All hell is going to break loose tomorrow. Just understand this. All hell is going to break loose tomorrow. It's going to be quick. It's the fog of war. Donc, après des mois de matraquage concernant les soi-disant fraudes électorales, on retrouve les mêmes mensonges repris en boucle sur les fausses preuves de fraude et la demande bien précise que Mike Pence joue son rôle. Le 6 janvier démarque donc avec des tweets et de longs discours de plusieurs intervenants. Les premiers démarrent vers 9h du matin. Encore une fois, la journée du 6 janvier, ce qui est très important, c'est de noter la timeline et d'être attentif à chaque événement et surtout à quelle heure ils ont lieu et quel événement a lieu en parallèle. Parmi les intervenants, on a le fils de Donald Trump qui appelle à se battre, d'annoncer aux membres du Congrès qui vont venir les chercher. Rudy Giuliani affronte que le plan est parfaitement légal, que le vice-président peut retourner l'élection et demande un procès par combat. Trump démarrera son discours à 11h57. Au bout d'une vingtaine de minutes, il déclarera « I know that everyone will be soon marching over the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard ». Mais son discours peut être résumé en 4 points. La compilation de chacune des affirmations concernant la fraude électorale, le rappel à ses soutiens qui sont en train de perdre leur pays à cause d'une élection truquée, le rappel que Mike Pence peut les sauver, le rappel que ceux au Congrès doivent leur élection à Donald Trump. À 1h10, il envoie donc ses troupes en direction du Capitole. En parallèle, à 12h58, les Proud Boys rentrent dans la zone restreinte du Capitole et commencent à affronter des policiers. C'est la première brèche de la zone restreinte du Capitole. À 1h27, il lance sa télévision afin d'observer la manifestation, effectue plusieurs appels envers les membres du Congrès et à Giuliani, encourageant de reporter la certification du vote. À 2h13, un membre des Proud Boys brise une fenêtre, ouvrant la voie aux premières incursions dans le Capitole. En parallèle, l'évacuation des membres du Congrès est en cours. Mike Pence est évacué. À 2h14, les manifestants appellent à la pendaison de Mike Pence. Trump déclarera « Ouais, il le mérite ». À 2h15, un policier oriente les manifestants pour éloigner des pièces où sont situés les membres du Congrès. Cet événement sera souvent réutilisé par les soutiens à Donald Trump pour dire « Regardez, le 6 janvier, c'est pas très violent, il y a juste un policier qui leur fait visiter les locaux ». Encore une fois, quand il y a un policier qui oriente les manifestants dans certaines pièces, c'est surtout pour les éloigner des membres du Congrès. À 2h24, plus d'une heure après que la zone sécurisée autour du Capitole a été violée, et 10 minutes après les premières entrées, on retrouve ce tweet. À 2h28, Mark Meadows, le Chief of Staff de Donald Trump, c'est un peu son homme à tout faire à la Maison-Blanche, commence à recevoir des messages demandant à Trump de mettre fin à la manifestation. Et à 2h38, Trump tweet, appelant timidement au calme, 1h25 après la première intrusion et 25 minutes après la première intrusion dans le bâtiment. À 2h44, Ashley Abbott se fait tirer dessus par un policier et mourra de ses blessures. À 3h13, alors que l'émeute est à son paroxysme, Trump ne demande pas la fin des émeutes, mais redemande à ce que la manifestation reste sans violence. Je rappelle, une personne est déjà morte depuis une demi-heure et ça fait longtemps que les émeutiers sont dans le bâtiment. À 4h17, Trump appellera enfin les émeutiers à rentrer chez eux, 3 heures
Après la première intrusion, à 4h32, la garde nationale est enfin déployée, et à 5h07, Giuliani et Trump ont un échange au téléphone, puis Giuliani passera 3 heures à passer plusieurs appels aux législateurs afin de les convaincre de reporter la certification du vote. À 6h, le Capitole est libre de tout émeutier et un couvre-feu est déclaré dans la ville, et en même temps, Trump justifie les événements. La certification reprendra vers 9h du soir et se terminera dans la nuit vers 3h du matin. À 7h le lendemain, Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite. Okay, I'll do this. I'm going to do this. Let's go. But this election is now over. Congress has certified the results. I don't want to say the election's over. I just want to say Congress has certified the results without saying the election's over, okay? Et prétend avoir demandé à la garde nationale d'intervenir, alors qu'il n'y aura aucune trace de cette demande. Lorsqu'on regarde la timeline et les discours, on observe clairement que Trump était au courant des émeutes, il était au courant de leur violence, mais qu'il a essayé d'en profiter plutôt que d'essayer de les arrêter. Ses tentatives étaient timides, alors qu'il avait le pouvoir de communiquer plus tôt, il avait le pouvoir d'envoyer la garde nationale plus tôt, et une ribambelle de personnes lui demandaient d'arrêter ces émeutes. Suite à ces événements, différents acteurs ont dû subir des conséquences diverses. J'en ai déjà parlé brièvement pour Giuliani, Powell et Fox News. Plusieurs personnes ont été condamnées ou attaquées pour conspiration dans le but de faire des séditions. Trump, quant à lui, a dû subir une procédure de destitution, ce qui serait une première pour un ancien président. Lors des débats, le chef des Républicains, Mitch McConnell, déclara que les événements sont une disgrâce et que Trump y a bien participé et a bien essayé d'en profiter. Cependant, comme Trump n'était plus président, il a refusé de voter pour sa destitution, qui aurait eu comme effet de l'interdire de se représenter. Le vote du résultat fut donc 57 coupables, 43 non coupables, en dessous des 2 tiers nécessaires. Trump a aussi été attaqué pénalement, mais sa défense n'aura pas été de contester les événements, mais de demander l'immunité présidentielle vis-à-vis de ces événements. Immunité qui n'existe pas dans la Constitution américaine, mais qui, contre toute attente, a été accordée par la Cour suprême, dont 3 de ses membres ont été nommés par Donald Trump lui-même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère avoir réussi à exposer les événements de manière synthétique tout en gardant suffisamment de rigueur et en rentrant suffisamment dans le détail. J'espère qu'elle vous aidera à mieux comprendre les enjeux de cette future élection américaine qui aura lieu en novembre de cette année. Et encore une fois, c'est sans parler des impacts potentiels d'une victoire de Trump à l'international, les effets sur la guerre en Ukraine, le maintien de l'OTAN et sur d'autres sujets. Comme d'habitude, cela m'a pris pas mal de temps, donc likez et partagez si ça vous a plu, et je vous dis à une prochaine fois.